C'est la bonne vieille histoire de la goutte qui fait déborder le vase. Et dans ce cas-ci, la goutte, c'était un drone dans le ciel aux Jeux olympiques de Paris l'été passé, vous vous en souvenez, hein? Un scandale d'espionnage extrêmement embarrassant pour l'équipe féminine de soccer canadien. Et savez-vous quoi? Il y a tellement plus à raconter en dessous de cette histoire-là. L'espionnage par drone, c'est juste un des problèmes de Canada Soccer. Il y a des vérités qui doivent sortir et la culture du sport au Canada et particulièrement du soccer, bien, ça a été celle de l'argent et celle du camouflage. Selon d'anciennes joueuses, il y a aussi un scandale sexuel qui a été étouffé par la Ligue. Et ça a pris une tournure sexuelle, rendant l'environnement absolument horrible pour ceux qui ont dû en faire partie. Mes collègues Romain Chué et André Perron enquêtent sur Canada Soccer depuis plus d'1 an. Ils ont mis la main sur des documents qui n'ont jamais été rendus publics. Voici ce qu'ils révèlent. Bienvenue à Enquête. On est le 22 juillet 2024. À 5 jours de la cérémonie d'ouverture, Paris se prépare à accueillir les Jeux Olympiques, des athlètes et des touristes du monde entier. Mais pour certaines équipes, les derniers ajustements avant la compétition se déroulent loin de la capitale française. C'est à Saint-Étienne, à quelques centaines de kilomètres au sud-est de Paris, que l'équipe de la Nouvelle-Zélande s'entraîne avant d'affronter le Canada pour ce premier match du tournoi de soccer des Jeux Olympiques. Quand soudain, les joueuses aperçoivent quelque chose de suspect. Ça a été un peu le choc. Nous avons interrompu l'entraînement pendant un moment et nous pouvions entendre le bourdonnement du drone. Puis, une des filles l'a montré du doigt, mais il y avait un oiseau qui passait, alors on a cru qu'elle perdait la tête. Mais finalement, nous avons tous vu le drone. Scandale d'espionnage par drone. Ce scandale a fait le tour du monde. Les journaux du monde entier se sont indignés de voir le Canada tenter de tricher dans une compétition où le respect et les valeurs éthiques sont primordiaux. Mais l'espionnage ne serait en réalité que la pointe de l'iceberg des problèmes qui rongent une des plus riches et des plus importantes fédérations sportives au pays. Je m'appelle Andrea Neal. Je suis une ancienne joueuse et capitaine au sein de l'équipe nationale féminine de soccer. J'ai participé à 4 Coupes du monde en tant qu'athlète et à une 5e en tant qu'entraîneuse adjointe. J'ai beaucoup de souvenirs, certains marquants, comme notre 4e place en Coupe du monde. Bien sûr, j'ai beaucoup grandi au sein de ce programme. Mais aujourd'hui, avec un regard différent, je peux revoir cette expérience, en voir les aspects sains et ceux qui ne l'étaient pas. Une fois passé de l'autre côté, j'ai senti que je pouvais aller plus loin et poser des questions. Cela m'a permis de voir ce qui se passait derrière le voile. Il est important que les Canadiens sachent ce qui se passe au sein de Soccer Canada. Cette légende du soccer canadien est ce qu'on pourrait appeler une lanceuse d'alerte. Ancienne capitaine de l'équipe nationale, Andrea Neal se bat depuis des années pour dénoncer l'opacité de l'une des organisations sportives les plus puissantes au pays. Si les problèmes persistent, c'est en partie parce qu'il y a certaines personnes qui les exploitent à des fins personnelles. La plupart des gens ne réalisent pas vraiment l'ampleur de ce qui se passe. En 2023, elle s'est même présentée devant un comité de la Chambre des communes. In the past, anyone who has asked for accountability or proper governance was exiled from the Federation or silenced. This toxic and authoritarian culture needs to end. Après sa carrière sportive, Andrea Neal est devenue l'entraîneuse adjointe de l'équipe nationale. Et dans de nombreux échanges qu'elle nous montre, elle déplorait déjà, avec ses collègues, le manque de transparence de Canada Soccer
concernant les finances et l'utilisation de fonds publics destinés aux programmes féminins. Avec les joueuses et les autres entraîneurs, on se demandait pourquoi un camp d'entraînement était annulé. Il a fallu lutter pour savoir où allait l'argent. Mais ces réponses, Andrea Neal ne les a jamais obtenues. Et tout ce qu'elle constate depuis quelques années, comme lors de l'enquête de Canada Soccer sur l'espionnage aux Jeux Olympiques, lui rappelle ce qu'elle a vécu. C'est exactement la même façon de faire. Ils agissent de manière désinvolte. En plus, il y a un manque de transparence pour obtenir des chiffres. Ces questions autour des finances de Canada Soccer sont au cœur des plaintes répétées des joueurs, mais surtout des joueuses de l'équipe nationale. À plusieurs reprises, elles ont fait grève ces dernières années pour dénoncer l'opacité de l'organisation et un traitement financier inéquitable. Pourtant, le soccer ne manque pas d'engouement au Canada. Il y a aujourd'hui près d'1 million de participants. C'est même le sport le plus pratiqué au pays, loin devant le hockey. Et c'est très bénéfique pour les caisses de la fédération, puisque pour chaque inscription dans un club, Canada Soccer récupère 9 $, une part qui va même grimper à 13 $ cette année. L'an passé, l'organisation a aussi obtenu 4,8 millions $ de subventions gouvernementales. Canada Soccer gère donc chaque année plus de 10 millions provenant des contribuables et des familles canadiennes. Mais alors, d'où viennent les problèmes comptables de Canada Soccer? Pour avoir des réponses, il faut se pencher sur leurs états financiers. Quand j'ai lu les documents, j'étais déjà persuadé qu'il y avait un problème majeur avec Canada Soccer, mais c'était encore pire que nous avons cru. Le député libéral Anthony Hosfaver fait partie des rares parlementaires qui ont exigé des comptes à Canada Soccer. Lui et ses collègues ont découvert que l'organisation ne respectait pas la loi en ne publiant pas ses états financiers. C'est opaque, c'est un manque de transparence. Toutes les fédérations du sport au Canada devraient publier chaque année leur état financier, leur bilan. Je trouve que c'est ridicule de dire que vous pourriez garder ces chiffres en privé quand vous recevez l'argent des contribuables. Face à ce manque de transparence, des parlementaires ont donc réclamé une série de documents. Et en guise de réponse, Canada Soccer a émis une demande plutôt étonnante. Dans cette lettre que nous avons obtenue, le patron de l'organisation réclame que les députés détruisent toutes les copies d'une entente que Canada Soccer a signée quelques années plus tôt avec une compagnie privée. Mais on a pu mettre la main sur ce contrat ultra confidentiel qui n'a jamais été dévoilé publiquement. Cette entente lie Canada Soccer à une entreprise privée, CSB, Canadian Soccer Business. Elle est en vigueur depuis le 1er janvier 2019 et lui donne le droit exclusif de solliciter, d'élaborer, de négocier et de signer toute entente de commandite et toute entente de diffusion. Mais l'argent obtenu par ces ententes va quasiment uniquement dans les poches de cette compagnie privée. En échange, Canada Soccer reçoit une somme annuelle fixée entre 3 et 4 millions de $. Je m'appelle Martin Leclerc, je suis chroniqueur, columniste à Radio-Canada Sport. Quand j'entends Canada Soccer, je pense à une fédération qui est extrêmement mal gérée. Juste pour donner un exemple, Canada Soccer a environ 1 million de membres au Canada. C'est 2 fois le membership de Hockey Canada, à peu près. Hockey Canada touche des revenus de commandite d'à peu près 20 millions par année. C'est quand même considérable. On peut arguer qu'avec la présentation d'une Coupe du Monde très prochainement au Canada, avec la montée fulgurante de la popularité des équipes nationales féminines et masculines, qu'il y a beaucoup, beaucoup plus d'argent que 3 ou 4 millions par année à aller chercher en termes de commandite. Et ce n'est pas tout. On a découvert que cette entente peut être prolongée jusqu'en 2037, sans que Canada Soccer n'ait son mot à dire. C'est une période énorme. Ces contrats-là sont généralement pour 3 ans à 5 ans. Ce contrat-là était pour 10 ans, avec un droit unilatéral de continuer pour 10 ans de plus. J'ai jamais vu quelque chose de même. On a montré cette entente et les états financiers de Canada Soccer à ce spécialiste en criminalité financière et en finances corporatives. Quand vous lisez cette entente-là, vous posez des questions? Énormément. Lorsqu'on regarde les états financiers, la première fois qu'on voit apparaître une information sur CSB, le Canada Soccer Business, c'est en 2022.
C'est juste une note en bas de page. Mais ce contrat-là, lorsqu'on fouille un peu plus, a été signé en 2018 et a pris effet le 1er janvier 2019. Donc, si on se fie aux bonnes pratiques des entreprises, on aurait pu déjà le mentionner. En 2019, ça aurait dû apparaître de façon explicite parce que le contrat a commencé à prendre effet. Est-ce qu'on peut dire qu'avec ce contrat-là, on a mis l'avenir du soccer canadien dans les mains d'hommes d'affaires privés? Oui, je pense que c'est exactement ce qui s'est passé. Pour moi, la question principale qui touche le contrat, c'est pourquoi est-ce qu'ils ont accepté d'avoir tellement peu d'argent? Donc, pour moi, ça, c'est la grande question. J'ai discuté avec d'anciens membres du conseil d'administration qui ont remis en question ce qui se passe à huis clos au sein du conseil, et leur situation est devenue très difficile. On a justement tenté d'interroger des membres du conseil d'administration. L'un d'entre eux a accepté de nous parler, à condition de protéger son identité. Selon lui, cette entente leur a été imposée. On était quelques-uns à être inconfortables. On avait compris que la situation était préoccupante et plusieurs clauses n'étaient pas dans les meilleurs intérêts de Canada Soccer. Mais ce deal n'était malheureusement qu'un des nombreux problèmes de Canada Soccer depuis longtemps. Et toutes ces merdes, ça se passe derrière des portes closes. Au retour, on cherche l'argent de Canada Soccer. C'est comme si on permettait à une entreprise externe de plonger sa paille dans le milkshake de la fédération et de dire on va tirer des revenus importants de ça. Pendant leur enquête, mes collègues se sont fait dire qu'il y avait comme une loi du silence chez Canada Soccer, qu'il y avait bien des gens qui avaient peur de parler. Mais quand même, ils ont réussi à lever une partie du voile. D'un point de vue sportif, le Canada vit actuellement ses plus belles heures. Après une qualification historique à la Coupe du Monde 2022, l'équipe masculine participera au prochain mondial qui sera co-organisé au Canada avec de bonnes ambitions. Mais derrière cette ambiance festive, se cachent des coulisses nettement plus sombres. Je pense qu'il y a énormément d'émotions accumulées chez de nombreux joueurs, d'anciens membres et de personnes impliquées. Je suis préoccupée par le fait que trop de torts ont été causés au fil des ans. C'est l'opacité de Canada Soccer qui inquiète particulièrement Andrea Neil, l'ancienne capitaine de la sélection féminine. S'il y a un manque de transparence et qu'il est impossible d'être honnête sur qui gagne quoi et sur les types de situations financières en jeu, alors nous devons nous poser des questions. Et elle n'est pas la seule à s'inquiéter. Dans les derniers mois, on a parlé à plus d'une quarantaine de personnes liées à Canada Soccer, que ce soit d'anciens joueurs, des dirigeants ou des employés de l'organisation. Par peur de représailles, la grande majorité ont exigé de taire leur identité. Comme cet entraîneur qui dénonce ce contrat signé entre sa fédération et une entreprise privée qui est longtemps resté secret. On n'était pas au courant du contrat qui avait été signé. On ne connaissait pas le contenu. Tout ça, c'est épouvantable. Et ceux qui ont fait ça, ils sont dans un rôle de presque intouchable. Et c'est aussi ce que nous a confié un ancien membre du conseil d'administration. Ce n'était pas vraiment une négociation. On avait beaucoup de questions. On voulait avoir plus d'informations. On a jeté tous les droits et tous les intérêts de Canada Soccer à l'eau parce que certains voulaient obtenir cette signature. Cette entente-là sent extrêmement mauvais parce qu'il n'y a personne au monde qui aurait accepté de s'attacher les mains pendant 19 ans avec une entreprise qui n'a jamais fait ses preuves dans ce domaine-là. Et on a tout cédé, le patrimoine, donc les bijoux de famille à cette compagnie-là, pour un prix qui semble absolument ridicule. Mais avec qui Canada Soccer a-t-elle décidé de lier son destin? En bas de ce contrat, on retrouve la signature de Scott Mitchell, le patron de Canadian Soccer Business. Scott Mitchell est un homme d'affaires aussi discret qu'omniprésent dans la sphère sportive canadienne. Depuis plus de 15 ans, il dirige l'équipe canadienne de football des Tiger Cats d'Hamilton. Il est aussi le cofondateur et le patron de la nouvelle Ligue canadienne de soccer, qui réunit 8 équipes, dans laquelle il dirige le club de Forge en Ontario,
tout en étant au conseil d'administration d'une autre équipe de la même ligue à Halifax. Pour cet agent de joueur, quelque chose ne tourne pas rond. Il y a trop d'intérêts privés. On a l'impression qu'il y a des gens qui sont dans ce sport-là actuellement, pas pour les bonnes raisons, mais vraiment pour aller toucher de l'argent. Et il y a des gens qui sont à l'intérieur même de Soccer Canada qui nous donnent cette impression-là. Mais ce qu'on a découvert, c'est que Scott Mitchell est aussi le patron de Timeless, une firme impliquée dans la diffusion des matchs des équipes canadiennes de soccer. Dans le cadre d'un conflit avec un groupe de télécommunications, il a envoyé l'été passé une lettre dans laquelle il affirme que son entreprise Timeless contrôle en réalité la chaîne One Soccer. One Soccer, c'est justement celle qui a obtenu les droits de diffusion dans l'entente avec Canada Soccer qui a été signée par Scott Mitchell lui-même. Cette personne-là est donc membre de la Ligue canadienne de soccer et le signataire de l'entente est celui qui vend les droits et il se les vend donc à lui-même. Donc, il porte 3 chapeaux en même temps. Il tombe de l'argent dans les 3 chapeaux et les 3 chapeaux qu'il tient ont des objectifs différents. Alors oui, c'est un conflit d'intérêts majeur. C'est la personne qui prend les décisions, qui négocie et qui profite des revenus de cette négociation-là. Et lorsque l'argent des contribuables se retrouve dans les mains d'une entreprise qui ensuite délègue une partie de ses activités à une entreprise privée, c'est un peu notre argent qui se retrouve dans les poches peut-être de cet individu-là. La FIFA elle-même, qui n'est pourtant pas un modèle du genre, a déjà mis en garde Canada Soccer. Dans cette note datée de 2019, qu'on a trouvée grâce à la loi d'accès à l'information, l'un des responsables de l'instance mondiale a prévenu Canada Soccer qu'elle a une grande marge de progression dans le domaine des conflits d'intérêts. On a contacté Scott Mitchell, qui dément tout potentiel conflit d'intérêts. À ses yeux, ces investissements ont permis au soccer canadien de rayonner. Il y a plus de Canadiens qui travaillent à temps plein dans le soccer au pays à l'heure actuelle qu'à tout autre moment de l'histoire grâce aux énormes montants d'argent qui ont été investis par Canadian Soccer Business et ses partenaires. Canada, Mexico and USA have been selected. Ce qui est certain, c'est que les commanditaires se bousculent en ce moment, dans l'optique d'être bien en vue lors de la Coupe du Monde 2026, organisée en Amérique du Nord. Des marques comme Carlsberg, Gatorade et TikTok se sont récemment associés avec Canada Soccer. Mais c'est CSB, cette compagnie privée, qui empochera l'intégralité de ces contrats de partenariat, dont les montants n'ont pas été divulgués. Avec l'entente actuelle, elle reste telle qu'elle, on se prive de gros montants d'argent. L'homme à l'origine de l'entente entre Canada Soccer et CSB, c'est lui, Victor Montagliani. C'est lui et son successeur Nick Bontis que Scott Mitchell a salué sur les réseaux sociaux en mars 2018, en le définissant comme le créateur de cette opportunité, quelques mois avant même que cette entente ne soit formellement signée. Montagliani, c'est le président de Canada Soccer de 2012 à 2017. Il est maintenant l'un des dirigeants les plus influents et les mieux payés du soccer mondial. Selon nos sources, un climat toxique et une opacité se seraient développés sous son règne, et d'après cet ancien haut dirigeant, il serait celui qui continue de tirer les ficelles du soccer canadien. Montagliani est très charismatique. C'est un bon politicien, un fin renard. Il a su naviguer au sein d'une solide mer de requins blancs. Moi, le seul endroit où j'ai dû longer le mur pour éviter d'avoir des couteaux dans le dos, c'était dans le monde du soccer. Il y a une omerta, car il y a beaucoup d'argent en jeu. C'est un nid de guêpe. Tout le monde ferme sa gueule. C'est aussi ce que nous a confié cet entraîneur. Moi, je ne peux pas parler publiquement. Si je le fais, je ne suis pas barré qu'au Canada, je suis barré partout où ils peuvent me barrer. Il y a une culture de la peur qui va toujours exister. Montagliani n'a pas répondu à notre proposition d'entrevue. Mais interrogé par un comité parlementaire en 2023, il a tenté de minimiser son rôle autour de l'entente avec CSB. Est-ce que vous referiez la même entente? I don't know all the details of the specifics of all the clauses of the agreement, but I can tell you the principle of this agreement is no different than what happens throughout the world, because the aggregation of your assets is the only way to build equity in your game. After I left the Canada Soccer Association, I wasn't involved at all with any of these negotiations. C'est une culture de petits amis et qui demeure extrêmement toxique. Le député du Bloc québécois Sébastien Lemire
se penche depuis des années sur ces liens entre Canada Soccer, des hommes d'affaires et les plus hautes instances mondiales. Le sport au niveau mondial, c'est une machine à imprimer du fric de façon épouvantable. Surtout le soccer, surtout la FIFA. Je pense qu'une des choses qui est les pires dans le contexte du sport en général, mais particulièrement le soccer, c'est cette industrie du camouflage, là. C'est pas parce que tu dis à quelqu'un qu'il doit fermer sa gueule que nécessairement il faut que ça se produise. Au contraire, il y a des vérités qui doivent sortir et la culture du sport au Canada et particulièrement du soccer, bien, ça a été celle de l'argent et celle du camouflage. Si Montagliani a quitté Canada Soccer, c'est parce qu'il a obtenu un poste plus important après qu'un scandale mondial de corruption ait touché les principaux dirigeants de la FIFA et de la CONCACAF, l'organisation qui dirige le soccer en Amérique du Nord. Plusieurs des anciens dirigeants ont été accusés de toucher des pots de vin, notamment dans le cadre d'accords commerciaux et de télédiffusion avec des entreprises privées. Alors qu'il faisait partie à l'époque des administrateurs de la CONCACAF, Montagliani n'a jamais été visé par ces accusations. Dans la foulée de ces arrestations, il est devenu le président de cette organisation internationale, tout en étant au cœur de la création de cette entente pour Canada Soccer, qui profitait essentiellement à une entreprise privée. Moi, ce qui me choque là-dedans, qui me questionne le plus, c'est pas l'intérêt public qui est servi et c'est extrêmement gênant. Donc, à un moment donné, cet argent-là, je le répète, doit aller aux bonnes places et c'est le développement du sport en général au Canada, au Québec, auprès des athlètes, auprès des jeunes, auprès des enfants. C'est pas ce qui se passe présentement. Ça devient une grosse business, une business de pouvoir. I think the industry of football in this country has done a tremendous job over the last 12 years, maybe even 15. Alors qu'il n'a pas répondu à nos questions, Victor Montagliani a défendu son bilan et ses actions dans une entrevue diffusée en décembre sur la chaîne contrôlée par Scott Mitchell. We changed strategically how we actually do business at the CSA. Sure, has there been hiccups? Has there been people falling down? Yeah, absolutely. But that's the journey of a real footballing nation. Welcome to football, Canada. Après la pause, on vous amène dans les coulisses de cette histoire d'espionnage par drone aux Jeux olympiques de Paris. Le non n'était pas une option pour ceux qui manipulaient le drone. S'ils ne le faisaient pas, ils étaient pratiquement mis de côté. The incident with drones and Soccer Canada was extremely unfortunate. You don't need a royal commission every time somebody gets a red card. It happened. It wasn't a good thing. They were penalized for it. That's why there have been consequences. That's why we continue to ensure there are follow-ups on that. It happened. They got caught in Paris. They went to the judicial system of football. Boom, and it happened. Get on with it. We'll get to... Mais faut-il vraiment tourner la page sur cet épisode d'espionnage, comme le suggère Victor Montagliani, l'ancien président de la fédération devenu l'un des hommes forts du soccer mondial? Car en réalité, après les cachettes financières de Canada Soccer, on découvre que ce qui s'est passé aux Jeux olympiques cache là encore un autre scandale. Pour bien comprendre l'ampleur de ce nouveau problème qui touche Canada Soccer et sa réputation, faut retourner en France. C'est ici, le 22 juillet, derrière ces arbres autour d'un terrain d'entraînement de Saint-Étienne, que s'est caché le Canadien Joey Lombardi et son drone pour espionner l'équipe de la Nouvelle-Zélande avant de se faire attraper par des policiers. Personne n'avait entendu parler d'espionnage sportif comme cela auparavant. On a pu joindre le procureur de la République de Saint-Étienne, qui n'est pas prêt d'oublier cette affaire. L'entraîneur de l'équipe de Nouvelle-Zélande a eu son attention attirée par la présence d'un drone et a appelé les responsables de la sécurité. Et par chance, la police nationale avait au niveau des lieux d'entraînement des policiers en moto qui ont donc immédiatement pu se rendre aux abords du stade et ont vu effectivement un drone atterrir dans un endroit boisé très proche du stade, ce qui leur a permis d'appréhender en flagrant délit la personne qui a récupéré le drone en question ce jour-là. Joey Lombardi travaille depuis plus de 10 ans avec les équipes nationales. Il est ce qu'on appelle dans le jargon sportif un analyste de performance. C'est en quelque sorte un entraîneur adjoint chargé de faire des observations sur l'équipe canadienne, mais aussi sur l'équipe adverse.
Depuis plusieurs années, il travaille main dans la main avec Bev Pritzman, l'entraîneuse en chef du Canada, et son adjointe Jasmine Mander. Les deux autres personnes au cœur de ce scandale d'espionnage. En filmant clandestinement l'entraînement de la Nouvelle-Zélande, Lombardi espérait donc obtenir des indices pour déjouer le premier adversaire du Canada. Parmi les nombreuses sources qui nous ont parlé, il y a cet entraîneur lié à Canada Soccer, un proche de Joey Lombardi. C'est Monsieur Drone, je le connais très bien. Il est gentil comme tout. C'est un homme qui veut réussir dans le coaching et il est prêt à faire n'importe quoi pour progresser ou évoluer dans la hiérarchie. Quand le scandale a éclaté, je n'ai eu aucune surprise. Si on lui dit d'aller filmer l'adversaire, il va filmer l'adversaire. Il sait que s'il ne le fait pas, il ne va pas progresser. Après l'arrestation de son assistant à Saint-Étienne, l'entraîneuse Bev Pritzman nie d'abord toute implication. Les policiers français décident de perquisitionner la chambre d'hôtel de Lombardie et ils y trouvent de nouvelles images filmées illégalement lors d'un autre entraînement. Alors que l'intéressé déclarait être là pour la première fois et avoir utilisé un drone pour la première fois, il s'avère que les techniciens en analyse technologique de la police nationale ont démontré que le 20 juillet, c'est-à-dire 2 jours auparavant, il avait déjà capté les images d'un entraînement dans un autre stade. Selon un rapport rendu public par la Fédération internationale de soccer, ce tournage fait par Joey Lombardi 2 jours avant son arrestation, il avait pourtant juré qu'il ne l'avait partagé à personne. Je n'ai pas estimé qu'il contenait des informations ou des éléments utiles à transmettre à l'équipe technique. Il n'existe aucune sauvegarde et la version originale a été supprimée. Des propos en réalité mensongers, car si l'on se fie au rapport d'enquête dévoilé cet automne par Canada Soccer, on apprend que les entraîneurs canadiens ont bel et bien visionné les images de l'entraînement de l'équipe de la Nouvelle-Zélande, filmées clandestinement par Joey Lombardi le 20 juillet. C'est donc une victoire. Canada 2, Nouvelle-Zélande 1. Le Canada avait donc bel et bien en sa possession des informations obtenues illégalement sur la Nouvelle-Zélande, quelques jours avant une victoire brouillée par ce scandale. Dans les heures suivant la divulgation de cette nouvelle-là, j'ai reçu un appel d'un ami qui m'a dit connaître un joueur de l'équipe qui avait assisté à des séances de visionnement qui avaient été prises par un drone au sein de l'équipe nationale masculine. Après ce flagrant délit d'espionnage, les langues se sont déliées. Cet ancien joueur de l'équipe nationale a accepté de nous rencontrer pour dénoncer ce système qui perdure depuis longtemps chez les femmes, mais aussi chez les hommes. Ce qui s'est passé avec les drones aux Jeux olympiques, ce n'était que la pointe de l'iceberg de tout ce qui se passait ces dernières années. Est-ce que vous étiez au courant que ces drones-là étaient utilisés par le passé? Oui, j'étais au courant depuis plusieurs années que le sélectionneur des équipes masculines utilisait des drones pour espionner l'équipe adverse, que ce soit quelques jours ou une journée avant le match. C'est alarmant et inacceptable en même temps. Ça n'a aucun sens, c'est pratiquement de la tricherie. Il trouvait n'importe quel endroit pour tenter vraiment de faire voler ce drone-là, et ce n'était pas nécessairement facile non plus parce que les gens ne veulent pas être repérés. L'entraîneur dénoncé par cet ancien joueur, c'est John Herdman. Herdman, c'est l'entraîneur vedette du Canada depuis son arrivée à la tête de la sélection féminine en 2011. C'est avec lui que l'équipe nationale a remporté ses 2 premières médailles olympiques, et à ses côtés, il y avait notamment Bev Pritzman, qui prendra sa place quelques années plus tard. Canada Soccer lui a ensuite donné les pleins pouvoirs du programme masculin en 2018. Il serait l'architecte de cet espionnage généralisé qui aurait commencé il y a une dizaine d'années. Il mettait énormément de pression sur son staff. Le non n'était pas une option pour ceux qui manipulaient le drone. S'ils ne le faisaient pas, ils étaient pratiquement mis de côté. Plusieurs sources nous ont corroboré ces informations. Elles ajoutent qu'un climat toxique se serait même installé au sein des équipes nationales. Ces 2 figures importantes de Canada Soccer ont été outrées par tout ce qu'elles ont constaté depuis une décennie. Ça a commencé chez les femmes puis chez les hommes. L'espionnage, c'était devenu un rituel, une tradition répétée sans que personne ne se pose de questions. Mais John était vénéré. Il avait le pouvoir de menacer, de contrôler et de faire ce qu'il veut. C'est culturel et obsessionnel. Des gens étaient au courant de tout. Il
Il faut casser cette culture. Il faut que ça cesse absolument. Certains ont pourtant voulu dénoncer ces pratiques, comme cet analyste récemment embauché qui a envoyé un courriel le 20 mars 2024 à l'entraîneuse de la sélection féminine quelques mois avant les Jeux Olympiques. Tel que discuté hier en ce qui concerne la conversation sur l'espionnage, je suis sorti de la réunion avec la certitude que vous aviez compris les raisons pour lesquelles je ne voulais plus le faire. Mais je voulais juste confirmer que vous ne me demanderez pas de remplir le rôle de l'espion dans les prochains camps. Visiblement surprise par ce message, Bev Pritzman a écrit le même jour à un responsable des ressources humaines. Salut Marc, j'aimerais un conseil et ton avis concernant ce courriel formel sur l'espionnage. C'est quelque chose que l'analyste a toujours fait et je sais qu'il y a toute une opération du côté des hommes. Ça peut faire la différence entre gagner et perdre et toutes les équipes du top 10 le font. Selon nos sources, plusieurs hauts placés dans la hiérarchie de Canada Soccer étaient bien au courant de cet espionnage répété. Dans le rapport d'enquête non caviardé de la FIFA qu'on a réussi à obtenir, on y découvre que ce message écrit en mars 2024 a été transféré par les ressources humaines au chef des opérations de Canada Soccer. Est-ce que vous regrettez que des gens de la Fédération aient fermé les yeux? Est-ce que quelqu'un aurait dû se lever? Oui. C'est difficile pour les joueurs, c'est difficile pour les membres du staff. Mais je pense qu'il aurait dû y avoir quelqu'un plus haut dans la sphère exécutive qui aurait dû se lever et dire « ça suffit ». Bev Pritzman a finalement dû quitter son poste d'entraîneuse de l'équipe féminine. Mais Canada Soccer refuse de dire si elle a été renvoyée ou si un accord financier a été trouvé. John Herdman a quant à lui quitté Canada Soccer en 2023 et il n'a pas participé à l'enquête commandée par l'organisation. Et le pilote du drone, Joël Lombardi, a été le seul à être condamné à une peine de 8 mois de prison avec sursis par la justice française. En plus de tout ce qu'on a vu, le scandale d'espionnage par drone, les finances de Canada Soccer, notre enquête culmine après la pause avec les révélations d'anciennes joueuses qui disent que Canada Soccer a camouflé un scandale sexuel. Ça nous a tous dégoûtés, car nous savions pourquoi il avait été licencié, des comportements sexuels inappropriés envers des adolescentes. Il faut rappeler pourquoi on exige la transparence des fédérations sportives comme Canada Soccer. C'est parce que leurs activités sont financées en partie par tous les contribuables. Mon nom est Kiara McCormack. J'ai grandi à Vancouver. Je suis une ancienne joueuse professionnelle et internationale de soccer. Je suis également lanceuse d'alerte. J'ai pris la parole pour dénoncer le camouflage par Canada Soccer des inconduites sexuelles de l'un de mes anciens entraîneurs. Nous sommes au Marcus Field, à Limerick, en Irlande. Je suis la PDG de l'équipe. C'est une excellente occasion de redonner à un endroit qui a beaucoup contribué à ma carrière. C'est à Limerick, dans l'ouest de l'Irlande, que Kiara McCormack a terminé sa carrière sportive, avant de devenir la première femme présidente d'un club professionnel en Irlande. C'est une expérience incroyable. Et ça me semble être une façon de transformer toutes les choses négatives que j'ai vécues au Canada, ainsi que tout ce que j'ai appris, pour redonner aux joueurs et avoir un impact positif sur le club et au sein de la communauté. J'ai choisi de ne pas le faire au Canada, simplement parce qu'au fond, le soccer au Canada restera toujours une expérience traumatisante pour moi. Si Kiara McCormack a décidé de quitter le Canada, c'est en raison notamment des agissements de son ancien entraîneur, Bob Birarda. Coach Billy était mon entraîneur lorsque je jouais pour les Whitecaps de Vancouver et que j'étais impliqué dans le programme de l'équipe nationale canadienne. Il était l'entraîneur principal de l'équipe nationale des moins de 20 ans. Il était donc véritablement la personne qui décidait qui pouvait avancer et jouer pour le Canada. Ça a entraîné de nombreux abus de pouvoir, créant une situation vraiment toxique pour nous, les joueuses. Et ça a pris une tournure sexuelle, rendant l'environnement absolument horrible pour ceux qui ont dû en faire partie. Mais pendant des années, cette histoire était méconnue à la fois du grand public et de la justice canadienne.
Frustrée, Ciara McCormack a alors décidé d'utiliser les réseaux sociaux pour dénoncer l'inaction des autorités. J'ai écrit un blog en 2019 et c'est là que toutes les victimes se sont manifestées. Le titre du blog était « L'histoire horrible du soccer canadien ». L'histoire que personne ne veut écouter, mais que tout le monde doit entendre. Ce titre était parfait et il décrivait exactement le niveau de frustration que j'avais à l'époque. C'est après sa prise de parole publique qu'une enquête judiciaire a finalement été ouverte. Bob Birarda a plaidé coupable et a été condamné fin 2022 à une peine de 2 ans pour des infractions de nature sexuelle envers plusieurs joueuses, dont des mineurs. Mais ce que Ciara continue de dénoncer, c'est la façon dont Canada Soccer a géré cette affaire. Le fait d'apprendre qu'il y avait tant de personnes impliquées dans la dissimulation de la véritable histoire, ça nous a tous dégoûtés, car nous savions pourquoi il avait été licencié, des comportements sexuels inappropriés envers des adolescentes. Le juriste torontois Richard McLaren est l'un des plus grands enquêteurs dans le monde du sport. C'est lui qui avait révélé le dopage d'État généralisé en Russie. Il a également enquêté sur le rôle de Canada Soccer dans le départ de Bob Birarda. Quand ils l'ont renvoyé, ils lui ont permis de démissionner pour des raisons familiales et personnelles. Et ils ont demandé à certaines joueuses d'être présentes à la conférence de presse, simplement en tant que membres du public. Mais elles savaient très bien pourquoi il partait. Cela n'avait rien à voir avec ce qui était dit, cela n'avait rien à voir avec sa famille ou son besoin de vacances et de temps personnel. C'était vraiment une façade. C'était un important manque de transparence. C'était un manque de transparence flagrant et il n'y avait aucune raison, selon moi, qui puisse expliquer de manière compréhensible pourquoi ils ont agi ainsi. Cette décision a permis à Bob Birarda de continuer d'entraîner sans que personne ne soit au courant de son passé. Je l'ai vu sur des terrains de soccer avec des joueuses mineures. C'est insupportable, car tu ne comprends pas comment une telle chose peut être possible dans ce monde. C'était complètement choquant pour moi. On ne veut pas qu'une personne qui a abusé de joueurs au sein du programme national continue. Mais certains ne voulaient pas reconnaître que ça s'est passé sous leur surveillance. Donc, c'est plus facile de tout balayer sous le tapis. Selon le rapport de Richard McLaren, le secrétaire général de Canada Soccer, Peter Montopoli, mais aussi Victor Montagliani, étaient à l'époque au courant de certains agissements de Bob Birarda. Comme on peut le lire, c'est Montagliani, le vice-président de Canada Soccer à ce moment-là, qui a annoncé publiquement cette séparation mutuelle entre l'organisation et Bob Birarda. Et ce sont eux maintenant, Montagliani et Montopoli, qui sont au cœur de l'organisation de la Coupe du Monde 2026 au Canada. En dissimulant des informations, on aggrave le problème avec le temps. Et c'est exactement ce qui s'est passé ici. Mais cette partie de l'histoire aurait pu ne jamais être connue si Richard McLaren avait accepté les demandes des dirigeants de Canada Soccer. La réaction naturelle a été de garder cela derrière des portes closes. Personne ne devait en entendre parler. Ils ne voulaient pas que cela soit rendu public et moi, j'ai dit que je ne fonctionnais pas comme ça. Ils n'étaient pas d'accord avec moi, mais après en avoir parlé, ils ont changé d'avis. Richard McLaren n'a pas été choisi pour enquêter sur ce qu'il s'est passé au JO. Contrairement à son rapport sur l'affaire Birarda, celui sur les pratiques d'espionnage commandées par Canada Soccer reste en grande partie privé et secret. Sur un rapport qui en contiendrait plusieurs centaines, seules 6 petites pages fortement caviardées ont été rendues publiques. Les personnes qui voulaient dénoncer ces actes illégaux et la pression mise sur leurs épaules devaient obligatoirement s'identifier puisqu'aucune dénonciation confidentielle n'a été autorisée dans le cadre de cette enquête. Pour certains, c'est la preuve là encore d'un nouveau manque de transparence de Canada Soccer. Ça montre encore une fois à quel point l'organisation est défaillante. C'est incompréhensible. Pourquoi est-ce si difficile d'être transparent? Et si quelqu'un a commis une erreur, pourquoi ne pas le tenir responsable? Les joueuses de l'équipe nationale en ont eu assez de cette opacité. Quelques mois avant les JO, une trentaine d'entre elles ont décidé de saisir les tribunaux en Ontario pour s'attaquer au conseil d'administration de Canada Soccer et dénoncer l'entente commerciale entre leur fédération et une compagnie privée. Un geste rarissime dans le sport professionnel. Elle réclame 40 millions de dollars.
Je comprends énormément ce ras-le-bol-là. L'humiliation, elle est financière, mais elle est aussi dans la tricherie. Et c'est ça qui compose aussi le soccer au Canada depuis la dernière décennie. Dans tout le pays, des voix s'élèvent désormais pour qu'une véritable enquête fédérale soit lancée sur Canada Soccer, un an avant la Coupe du Monde co-organisée au Canada. The first ever men's FIFA World Cup match to be hosted in Canada will be held in Toronto. Il y a tellement d'argent public investi à la fois dans Canada Soccer et dans l'arrivée de la Coupe du Monde 2026 au pays. Tout ce qui s'est passé affecte la réputation du Canada. On ne peut pas simplement aller de l'avant car tant qu'on ne regarde que la pointe de l'iceberg, on ne verra pas ce qui se passe sous la surface. Je crois que vraiment le gouvernement devrait regarder à Canada Soccer, ça c'est sûr. Canada Soccer a besoin des personnes compétentes et dévouées qui ne sont pas là pour enrichir leurs propres intérêts. Ce qui est le plus choquant, c'est le laxisme de Sport Canada. S'ils ont pu opérer en toute impunité durant plusieurs années, voire des décennies, c'est parce que ceux qu'on pensait qui étaient les chiens de garde n'ont pas fait leur travail. À Ottawa, la ministre des Sports en fonction avant le dernier remaniement du gouvernement n'a pas accepté de s'entretenir avec nous. De son côté, Canada Soccer nous a dit par écrit travailler activement pour revoir son entente avec la firme privée qui détient ses droits commerciaux. La fédération indique aussi avoir mis en place de nouveaux systèmes de gouvernance et promet plus de transparence. Mais Canada Soccer a refusé notre proposition d'entrevue. Je pense que le soccer au Canada mérite beaucoup mieux. Les gens veulent simplement jouer au soccer. Et je trouve ça vraiment triste quand on a des problèmes comme ceux de Birarda, le contrat avec CSB, la situation des drones. Ce n'est pas normal. Je pense que ça montre qu'il y a de très grands problèmes qui nécessitent des solutions. C'est triste que ce soit ça l'héritage de Canada Soccer depuis les 20 dernières années. Avant de vous laisser, je vais vous parler de notre enquête de la semaine prochaine. C'est le sujet pour les parents, le temps d'écran de nos enfants, de nos jeunes. Avez-vous l'impression que vos jeunes sont complètement accros à leurs jeux vidéo? Eh bien, attendez de voir ce que les compagnies qui fabriquent les jeux savent sur nos enfants. Je ne vous ai jamais rencontré, ni les enfants, ni les parents, avant que vous ne téléchargiez ce jeu. Mais sans vous avoir rencontré, je sais déjà plein de choses sur vous. Le jeu nous a même permis d'avoir des informations sur vos enfants. Même vous, en tant que parents, vous n'êtes pas au courant. Vous allez voir pourquoi l'industrie du jeu veut tout savoir sur nos enfants et sur nous. Au nom de toute l'équipe, merci beaucoup d'avoir été là. À la semaine prochaine. Thank you.